Depuis ses débuts dans les années 1990, la franchise Pokémon a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde. Et elle s'est imposée comme étant l'une des franchises les plus réussies et les plus lucratives de l'histoire. Cependant, à chaque sortie d'un nouveau titre, une question persiste parmi la communauté de joueurs. Pourquoi les jeux Pokémon sont-ils si techniquement limités malgré le succès énorme de la franchise? Cette question a été ravivée notamment avec la sortie de Pokémon Legend Arceus. Un jeu ambitieux qui, sorti il y a 2 ans, a suscité autant d'enthousiasme que de perplexité. On ne peut pas mentir sur le fait que c'était un très bon jeu, mais avec des finitions un petit peu laborieuses. Quant à eux, les jeux Pokémon Écarlate et Violet ont rouvert le débat sur les choix techniques de Game Freak. Pour mieux comprendre cette situation, nous allons plonger dans les défis auxquels font face Game Freak et les compromis mis en place pour garder la magie de Pokémon et de rester à la pointe de la technologie. Forcément, vous connaissez Game Freak. Mais si jamais je vous demande de me citer 2 jeux développés par eux, Pokémon, mais vous allez me dire quoi à côté? Eh bien oui, parce qu'en effet, Game Freak, ils sont essentiellement connus pour ça. Alors qu'au final, Game Freak, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement Pokémon, et ça ne l'a pas toujours été. Game Freak, à la base, a été fondé par Satoshi Tajiri. Il était pigiste dans la presse. Lui, ce qu'il faisait kiffer, c'était de jouer aux jeux vidéo et d'interagir avec des gens sur des forums en ligne. Et au final, c'est de là que l'idée est venue. Satoshi Tajiri, il avait sa passion qu'il voulait partager à plein de monde, mais comment trouver un moyen de s'exprimer? Eh bien, il a seulement fait le lien avec son métier. Et il s'est dit, mais si jamais je crée un magazine pour justement publier mes critiques, mes discussions autour de jeux vidéo, comme on pourrait le faire par le biais d'une vidéo YouTube. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les moyens d'expression manquaient. Donc du coup, créer son propre magazine, c'était ce qui lui semblait le plus simple. Et vu qu'il était déjà dans des forums de discussion autour du jeu vidéo, il s'est dit que peut-être ces personnes-là seraient intéressées. Et donc c'est au début des années 1980 que Satoshi Tajiri lança son premier magazine, le Game Freak Magazine. C'était vraiment un magazine amateur qui se concentrait seulement sur les jeux vidéo. Le Game Freak Magazine était principalement axé sur les consoles et les jeux vidéo de l'époque, offrant une plateforme pour que les passionnés partagent leurs expériences, leurs opinions et leurs découvertes. C'était un moyen pour Tajiri et d'autres membres de la communauté de s'engager dans des conversations sur leur hobby commun. Les magazines étaient constitués d'environ 28 pages et coûtaient la modique somme de 300 yens. À la base, comme je vous ai dit, c'était un magazine amateur, donc Satoshi Tajiri, il écrivait absolument tout à la mano. Mais à terme, au vu de l'engouement que prenait le magazine, Satoshi Tajiri, il a commencé à déléguer. Et du coup, il confia l'impression à une entreprise prestataire. Au fil du temps, cette expérience au sein de la communauté a clairement influencé Satoshi Tajiri à transformer Game Freak en studio de développement. Mais vous allez me dire, Satoshi Tajiri, il travaille seul ou c'est comment? Eh bien non, il sera rejoint par Ken Sugimori. Mais alors comment Ken a été amené justement à rejoindre Game Freak? Comme beaucoup de monde, du coup, il est tombé sur le magazine Game Freak, dans une boutique spécialisée. Et en fait, de là, il a voulu contacter les auteurs, afin de bosser pour eux. Et c'est là qu'il rencontra Satoshi Tajiri, qui le recruta dans la foulée. Et Ken Sugimori travaillera en tant que dessinateur pour le magazine Game Freak. Satoshi Tajiri, lui, n'a pas suivi un parcours universitaire traditionnel. Il a été décrit comme un autodidacte passionné par les jeux vidéo et la nature depuis son enfance. Quant à lui, Ken Sugimori a étudié à l'école des arts de Tokyo. Il a développé ses compétences artistiques au cours de ses études, ce qui a été un atout considérable pour son rôle ultérieur chez Game Freak. Bon, il faut savoir aussi qu'ils seront rejoints par Junichi Masuda, quelques temps après qui sera compositeur des plus grandes musiques de Pokémon. Même si Satoshi Tajiri et Ken Sugimori ont des parcours totalement différents d'un point de vue études, ils ont tous deux trouvé leur chemin dans l'industrie du jeu vidéo. Et donc Game Freak a été fondé en 1989 par Satoshi Tajiri et Ken Sugimori. Rien ne pouvait les arrêter. Ils sont partis d'un simple magazine, d'un forum amateur, pour arriver jusqu'à un énorme studio de développement. Mais ne croyez pas que Game Freak a été un succès immédiat tel qu'on le connaît. Comme je vous le disais précédemment, si je vous demande de citer une autre licence que Pokémon, c'est compliqué. Mais c'est normal. Est-ce que vous vous souvenez de Quinty, également connu sous le nom de Mendel Palace en dehors du Japon? C'est un jeu vidéo qui marque les débuts de Game Freak en tant que studio de développement. Le jeu a été publié en 1989 sur la NES et sur la Famicom. Mais alors Quinty, qu'est-ce que c'est? C'est un puzzle action qui a été créé par Satoshi Tajiri avec en direction artistique Ken Sugimori. Dans le jeu, les joueurs contrôlent un personnage appelé Quinty et l'objectif est de faire basculer les carreaux du sol pour éliminer les ennemis et progresser à travers les niveaux. Le gameplay repose sur des mécaniques de réflexion et de stratégie, demandant aux joueurs de planifier leurs mouvements pour résoudre les puzzles. Et oui, comme je vous l'ai dit, on est très loin de Pokémon. Mais il a été un premier pas très important pour le studio Game Freak. L'expérience acquise avec Quinty a été très précieuse pour le développement des jeux ultérieurs qui ont fait la renommée mondiale de Game Freak. 1991 a clairement été une année charnière pour Game Freak. Ils ont développé Mario et Yoshi, un puzzle game qui est disponible sur Game Boy, ainsi que Smart Ball qui lui est sorti sur NES. Mais tout cela, avec le recul, n'est peut-être qu'une période d'essai pour Game Freak, car quelque chose de grand
se prépare, peut-être trop d'ailleurs. Le projet commence en 1989 sous le nom de Capsule Monsters. Et vous le voyez, c'est bien avant la sortie des premiers jeux de Game Freak. Cependant, son projet est rejeté par Nintendo. Tajiri va essayer des variantes comme Capumon, mais ça ne conclut pas. Le nom est alors changé pour Pocket Monsters. Avec une nouvelle vision de son projet, Tajiri va soumettre une nouvelle fois son travail à Nintendo. Et grâce à la confiance de Miyamoto, le projet va enfin recevoir l'approbation de Nintendo. Tajiri a conçu l'idée de Pokémon en s'inspirant de sa fascination pour la collecte d'insectes et a souhaité recréer cette expérience dans un contexte virtuel. L'idée était de permettre aux joueurs de capturer, collectionner et échanger des créatures fantastiques, tout en bien sûr préservant l'esprit d'aventure et d'exploration qu'il avait lui-même vécu en tant qu'enfant. Malgré le fait que la franchise soit la deuxième la plus importante de Nintendo, juste derrière le plombier moustachu bien sûr, la création de Pocket Monsters rouge et vert fut un véritable calvaire, et clairement un vrai premier défi d'équipe pour Game Freak. En effet, le financement du projet s'étala sur 7 ans, entraînant le départ de nombreux employés de l'entreprise. Tajiri lui-même consacra de nombreuses heures au projet, avec très peu de rémunération. Lui, dans sa tête, il ne compte même plus les heures, il bosse jusqu'à plus en pouvoir. Lui, son but, c'est que Pocket Monsters rouge et vert sortent, et c'est enfin arrivé. Le 27 février 1996 sortira, adoptant comme mascotte l'évolution ultime de deux des starters de la première génération, soit Florizard et Dracofeu, les versions rouges et vertes au Japon. Mais février, c'est pas la meilleure période pour sortir un jeu vidéo, non? Donc selon Ishihara, PDG de la Pokémon Company et surtout fondateur de Creatures, nous avons raté la saison des ventes de fin d'année 95 et nous avons sorti le jeu fin février de l'année suivante, ce qui est la pire période en matière de vente de jeux. J'ai donc cru qu'on avait raté le coche. Nous avions attendu jusqu'à la fin de vie de la Game Boy. Et c'est vrai qu'en termes de choix marketing, c'est discutable. Sortir son jeu en début d'année et qui plus est en fin de vie de la Game Boy, ça commence à être compliqué du côté de Game Freak. Et Satoru Iwata s'en souvient très bien aussi. J'étais tout de même très optimiste et je me suis dit que, vu la faible quantité proposée, les rayons seraient vite dévalisés et nous serions en rupture de stock très vite. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. D'après les données de Famitsu, Pokémon connaît des débuts modestes, avec moins de 110 000 ventes la première semaine, suivi d'une chute à moins de 6 000 ventes la troisième semaine. Cependant, grâce au bouche à oreille, le jeu gagne progressivement en notoriété, qui fait le plaisir de ses créateurs à ce moment-là. Selon Famitsu, Pokémon clôture l'année 1996 avec 1,66 million de ventes, puis atteint la barre des 4 millions d'exemplaires vendus en 1997. Game Freak officialise son statut en dépassant les ventes de Super Mario Bros, faisant ainsi de Pokémon le jeu le plus vendu de l'histoire au Japon. Ce qui est quand même un bel achievement. Cependant, tel quel, ces deux éditions n'ont jamais dépassé les frontières du Japon. Car en octobre 1996, au Japon, sortira Pocket Monster Bleu. Cette version a ainsi subi une refonte afin de nous donner Pokémon Rouge et Pokémon Bleu, qui sortira en 1998 en Australie et aux États-Unis, et en 1999 en France. Mais comment parler de ces cartouches sans parler de Pokémon Jaune? Pokémon Jaune, une version légèrement modifiée de Pokémon Rouge et Bleu, mais en avant Pikachu comme mascotte. À la différence des précédents jeux, celui-ci offre une expérience en couleur. Et ça, clairement, c'est fou pour l'époque. Initialement publié sur Game Boy au Japon en 98, le jeu a vu le jour en Amérique du Nord et en Australie en 99. Puis en Europe en 2000. Néanmoins, Pokémon Jaune propose des ajustements visant à rendre le jeu davantage conforme à la série animée. À l'image de Sacha dans le dessin animé, le joueur reçoit un Pikachu en tant que Pokémon de départ. Contrairement à être confiné dans une Pokéball, ce Pikachu accompagne le joueur en marchant à ses côtés. Malgré son statut de simple variante de Pokémon Rouge et Bleu, Pokémon Jaune a connu un succès extraordinaire. Aux États-Unis, il est devenu le jeu de poche le plus rapidement vendu de tous les temps, atteignant la barre des 1 million d'exemplaires vendus au cours des 2 premières semaines, surpassant ainsi le départ du célèbre Ocarina of Time. Le jeu a maintenu sa position en tête des ventes pendant plusieurs semaines, et même méritant une place dans le Guinness Book des records de 2001. À l'échelle mondiale, la cartouche a quand même été vendue à plus de 14 millions d'exemplaires. Alors, sachant qu'il y a 7 millions d'habitants sur Terre, ça veut dire que les gens ils l'ont acheté 2 fois quoi. Ils sont vraiment trop cons. Mais bon, forcément il fallait une suite à tout ça, car Game Freak voulait surfer sur la vague de popularité de la première génération, et a donc amené 100 nouveaux Pokémon dans le Pokédex, avec les versions or et argent qui seront suivies de la version cristal. Mais juste avant la sortie de ces jeux-ci, dans une interview accordée au magazine Time, Satoshi Tajiri, venant de finaliser le développement, partage son expérience. Il explique qu'au cours de ces 3 dernières années, son rythme de vie consistait à enchaîner des nuits de 12 heures avec des journées de travail de 24 heures. Le journaliste introduit l'entretien en soulignant que Tajiri présentait d'importants signes de fatigue, affichant de profondes cernes, des yeux rouges injectés de sang et un tremblement dans sa voix. Il semblait avoir besoin de repos. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Or et argent marque la fin de son rôle de réalisateur chez Game Freak. Et depuis lors, il est pratiquement devenu invisible. Et oui, enchaîner un rythme comme ça, c'est pas humain. Forcément, l'humain a ses limites et a besoin de dire stop. Car au final, le prix de la réussite, c'est quoi? Est-ce qu'au final, un burn-out était nécessaire au succès de Pokémon? Mais du coup, qui a pris sa relève? Alors Tajiri, il reste quand même président
est propriétaire de Game Freak, donc il conserve son crédit en tant que producteur exécutif des jeux. Cependant, la direction opérationnelle du studio a été elle confiée à Junichi Masuda. Il est là depuis le début et ça a été un vrai bras droit pour Satoshi Tajiri. Donc qui mieux que lui pourrait prendre la succession des développements des jeux Game Freak. Au vu du rythme de Tajiri durant les premières années, ça paraît normal qu'il ne continue pas ainsi. Surtout qu'à la base, Tajiri, ça reste un geek, et son but c'était pas de devenir riche. Son but à lui c'était de propager sa passion et faire kiffer les gens. Et au final, on retrouve tout ça dans la philosophie de Game Freak. Donner à la population la jouissance du monde, le plaisir et la création de jeux de qualité supérieure, et pour encourager la bravoure, l'espoir, la bonté, les rêves et l'esprit d'aventure. Cette philosophie transparaît clairement dans les jeux Pokémon, je sais pas trop si vous l'avez remarqué. Les joueurs sont amenés à affronter diverses organisations malveillantes, à s'engager dans des aventures palpitantes à travers plein de régions, accompagnés de leurs Pokémon. Ce qui est clairement le but de la philosophie de Game Freak. Comme vous le savez, Game Freak reste un studio de passionnés. Sauf qu'au bout d'un moment, si on fait seulement attention qu'à la passion et pas au business, on risque de se casser la gueule. Et oui, malheureusement, on ne peut pas toujours penser qu'à la passion. Et on peut se demander si au final Game Freak font le bon choix là-dedans. Car la réponse que j'ai envie de vous donner, c'est qu'il faut nécessairement un petit peu des deux. Car c'est vrai que le studio n'évolue pas, il stagne à la grande déception des joueurs. Game Freak donne l'impression de ne jamais avoir voulu vraiment rentrer dans le jeu du capitalisme. Et on ne peut que les respecter pour ça. Forcément, pour grossir, il faut réinvestir, recruter des personnes, ouvrir de nouveaux studios. Mais le problème, c'est que Tajiri n'est pas un homme d'affaires. Mais ils vont trouver une solution. En 1998, Nintendo, Creatures et Game Freak ont créé The Pokémon Center Company, afin de gérer efficacement les magasins Pokémon Center au Japon. Suite à la popularité de Pokémon Gold et Silver, ils ont reçu de nombreuses propositions de merchandising du monde entier. Le but étant d'étendre la popularité de Pokémon à travers du merchandising. Et c'est ainsi que The Pokémon Center Company, qui servait uniquement à gérer les magasins Pokémon Center, se transforme en The Pokémon Company, afin d'étendre davantage ses responsabilités et ses domaines d'activité. Donc, vous l'avez compris, The Pokémon Company sert à gérer la partie business de Pokémon. Mais du coup, à qui appartient The Pokémon Company? Eh bien, il faut savoir qu'elle appartient à 3 entités distinctes que je vous ai citées plus tôt. Et chacune d'entre elles a un tiers de The Pokémon Company. Alors déjà, dans un premier temps, il y a Nintendo. Nintendo travaille principalement avec The Pokémon Company sur la production et la distribution de chaque jeu Pokémon, donc qui est vraiment le rouage industriel. Il y a aussi Creatures, qui eux gèrent les jeux annexes de Pokémon, ainsi que les cartes. Et puis il y a Game Freak, qui est responsable du développement de la série principale. Ces 3 sociétés tirent leur argent du bénéfice global de The Pokémon Company. J'ai donc cherché des estimations pour savoir combien Game Freak touchait. Le plus souvent, les développeurs touchent en moyenne 16%, et que les fournisseurs et éditeurs sont entre 25 et 30% des bénéfices. Il ne fait aucun doute que Game Freak a de l'argent, et est totalement en capacité de recruter massivement. Donc alors, d'où vient le problème exactement? Game Freak a toujours essayé de garder une taille modérée pendant une bonne partie de la durée de son existence. Et ce n'est qu'à l'époque de la DS, donc 10 ans après la sortie du premier jeu Pokémon, que le studio dépasse le seuil de 50 employés. Mais alors comment Game Freak fait pour tenir cette cadence-là avec un certain nombre de jeux par année, avec une qualité qui est quand même plutôt correcte à l'époque? Donc Junichi Masuda, qui est l'actuel producteur des jeux principaux depuis Pokémon version Ruby et Saphir sur GBA, a expliqué en quelques mots dans une interview pour Games Informer pourquoi Game Freak ne s'étend pas. Des studios comme Ubisoft passent par un grand nombre d'employés pour réaliser des jeux dit AAA. Pour Masuda, la réponse est simple. La communication est importante et est certainement plus efficace avec le moins de monde possible. Donc un inconvénient d'avoir beaucoup d'employés d'après lui. Et qu'en plus de cela, il faudrait gérer cette main d'œuvre. Masuda, lui, s'il le pouvait, il aimerait ne travailler qu'avec une vingtaine de personnes. Justement, chez Game Freak, ils ont récemment présenté leur concept de Gear Project, qui consiste à avoir une petite équipe de personnes qui ont le feu vert pour concevoir des jeux en dehors de la licence Pokémon. Selon moi, une solution persiste. Il s'agirait de travailler avec plusieurs petits studios pour des tâches données en coordination avec The Pokémon Company. Seulement, en Game Freak, il reste dans leur bulle et ils préfèrent développer leur jeu de A à Z en interne, alors que profiter de l'aide et de conseils de studios talentueux serait tellement bénéfique pour Game Freak. Mais bon, Masuda n'est pas tout seul dans son délire, et c'est pourquoi il s'entête autant à continuer comme ça. Parce que Miyamoto, c'est exactement la même chose. Selon Miyamoto, l'idéal c'est un groupe de 15 personnes. Il faut sans cesse de plus en plus de monde pour réaliser des jeux conséquents. 2 ans avant cette déclaration, le même Miyamoto regrettait le fait que son studio, Nintendo EAD, avait dépassé les 100 membres. Il est quasiment impossible de relier tous les visages avec les bons noms. Nous devons prendre soin de nos rapports et de nos liens entre nous. Parce qu'en fin de compte, un jeu est créé par des personnes. Et c'est très beau de penser comme ça, car on garde la philosophie de Game Freak aussi. Tous les grands studios sont confrontés à cette réalité, et souvent à des échelles assez considérables. Car dans le domaine du AAA, la gestion des équipes ne s'étend même plus à des centaines de personnes, mais bien à des milliers. Est-ce que vous vous imaginez être chef d'équipe de milliers de personnes et devoir coordonner absolument tout? Même si l'organisation est bien faite et que tout est réparti en sous-tâches et dispersé dans les diverses équipes, ça reste très compliqué de gérer autant de personnes. Et c'est peut-être sur ces savoirs que Game Freak pêche un peu, et qu'il ne souhaite pas aller dans le grand bain. Je pense que c'est très compliqué de lâcher un petit peu de l'aise, surtout quand depuis le début,
Vous faites vos jeux de A à Z, c'est un petit peu votre bébé et vous n'avez pas envie que d'autres personnes s'en occupent. Et c'est très compréhensible. Mais en même temps, ça freine le projet. Certains pourraient éventuellement considérer l'approche de Game Freak comme paresseuse, voire même radine de ne pas vouloir s'étendre davantage. Et forcément, après les remarques, Game Freak entre 2014 et 2018, ils ont doublé l'effectif. Selon Junichi Masuda, le cœur de l'équipe de Pokémon Sword and Shield chez Game Freak atteint entre 180 et 200 personnes. Les données officielles présentes sur le site de l'entreprise parlent de 167 employés en 2021. C'était 143 en 2019. Et je suis allé checker pour vous l'info la plus récente qui date de mars 2022, qui apparemment disait qu'il y avait 169 employés à temps plein. Mais tout ne se résout pas avec un nombre d'employés. Parce que même s'ils recrutent beaucoup et que parmi eux se trouvent des pépites, c'est très compliqué de passer d'un jeu avec des sprites 2D à un AAA. Parce que oui, à l'origine, Game Freak, quand ça a commencé, ils bossaient avec des sprites 2D. Avec la Game Boy et la DS, ça restait seulement du pixel art. Alors que maintenant, tous les concurrents parlent de 3D, parlent d'open world. Que ce soit comme Zelda Tears of the Kingdom, Zelda Breath of the Wild, qui sont clairement des masterclass d'un point de vue technologie. Même s'il y a des bugs, etc., ça reste quand même très beau pour de la Switch. Et c'est peut-être pour ça que Game Freak a peur de perdre des parts de marché et qu'il s'active à tant bien que mal essayer de sortir quelque chose de potable en restant dans la vague de la technologie. Mais est-ce qu'au final, vouloir aller aussi loin que certains de leurs concurrents qui font de la 3D depuis la Nintendo 64 serait un bon pari? Mais c'est vrai, comment vous voulez rivaliser avec des jeux qui faisaient de la 3D alors que le premier jeu Pokémon n'était même pas encore sorti? Beaucoup de joueurs de la communauté Pokémon estiment que le rythme de création des nouveaux jeux est un exemple type de ce qui arrive lorsqu'on mise sur la quantité plutôt que la qualité d'un produit. Et là je pense à Tears of the Kingdom qui a été décalé parce qu'il n'était pas fini et qui au final était un très bon jeu. Mais nous ce qu'on aimerait c'est qu'ils prennent leur temps afin de peut-être compléter les skills qu'il leur manque en interne. Mais au final au vu du rythme des sorties de Pokémon, si on continue d'être un peu déçu d'opus en opus, est-ce qu'on continuera de les acheter? Mais si jamais les ventes dégringolent, qu'est-ce qui se passera par la suite? Il y a quand même une question à se poser pour mieux connaître le contexte. Est-ce qu'ils ont un rythme de sortie à tenir? À l'occasion des championnats du monde de Pokémon, comicbook.com a eu la chance de s'entretenir avec Takato Utsunomiya, directeur des opérations de The Pokémon Company, et lui a demandé s'il existe un programme que la compagnie doit respecter en termes de production de jeux. Si on regarde en arrière, la voie que nous avons choisie jusqu'à présent est celle d'une sortie régulière à un rythme plutôt fixe, explique le directeur des opérations. Nous cherchons à être capables d'offrir de nouvelles expériences à nos clients constamment. Nous fonctionnons toujours de cette façon, mais les conversations à ce sujet sont de plus en plus fréquentes. À mesure que notre environnement de développement évolue, nous nous demandons comment continuer à faire tout cela en veillant à ce que nos produits soient de qualité. Takato Utsunomiya n'a pas indiqué si le rythme de production des jeux Pokémon ralentirait dans les années à venir. Il semble tout de même que The Pokémon Company ait conscience de l'impact de ce rythme sur ses produits et cherche comment retrouver un niveau de qualité pour satisfaire ses joueurs. Comment vont-ils y arriver? Sachant que toute la com qui est faite par les gens est plutôt négative. C'est vrai que la communication se fait beaucoup par la communauté et c'est vrai que certains vont récupérer les avis d'autres joueurs afin de savoir s'ils vont acheter ou non le jeu. Je vais prendre l'exemple de Shuei sur Reddit. Je n'arrive pas à m'enthousiasmer pour les jeux Pokémon de nos jours. J'ai été intrigué par tant d'idées. Mais leur exécution, en particulier sur les entrées principales, laisse tellement à désirer en tant que joueur adulte qui accorde plus attention aux détails techniques. Même avec des styles artistiques créatifs, les qualités visuelles des deux titres présentés aujourd'hui sur Switch semblent très peu soignées au point de devenir gênantes. J'espérais vraiment qu'à un moment donné, pendant la période de DLC Scarlet et Violet, la promesse d'améliorer les performances de ces jeux serait tenue, comme l'a fait CDPR avec Cyberpunk. Et on sait bien que sur internet, lorsqu'on parle, ça ouvre les vannes à d'autres commentaires. Si beaucoup considèrent que la franchise n'est plus faite pour eux, d'autres partagent quand même leur enthousiasme pour l'avenir de Pokémon. C'est vrai qu'on était sur le négatif, il faut quand même dire un petit peu de bon. On va prendre certains commentaires sur Legion Arceus, où certains disent qu'ils n'avaient jamais pris autant de plaisir depuis les premières générations. Et ce qui fait très plaisir à entendre d'un point de vue de la communauté. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de négatif parce que souvent c'est ce qu'on retient de plus, mais au final il y a quand même beaucoup de choses de positif. Dans Pokémon Legend Arceus, il y a quand même énormément de nouveautés. C'est un peu un pari du côté de Game Freak. Attendons tout de même les prochains produits pour juger. Mais tant que les jeux se vendent comme des petits pains, pourquoi prendre le temps de faire mieux? Une nouvelle fois, aucune offense à une franchise qui a marqué des millions de personnes et qui continue encore de le faire. Aucun irrespect non plus pour les développeurs derrière les jeux, qui font sans doute ce qu'ils peuvent avec le temps qu'on leur donne. Force est de constater que le modèle est basé sur la vitesse. Entre les séries animées, les cartes, les applications et gadgets en tout genre, il ne faut surtout pas laisser le temps de ne pas parler de Pokémon. Et ce quitte à proposer des produits de moins bonne qualité. Il sera intéressant de voir de quoi sera fait le futur de la franchise. Le potentiel de création est infini, et chaque nouvelle génération de Pokémon sera accompagnée d'une nouvelle génération d'enfants ou d'adolescents qui découvriront la licence. Bref, de millions de nouveaux joueurs qui remplaceront des déçus de la génération précédente. La transmission intergénérationnelle pourrait en pâtir, mais il est tout de même difficile d'être inquiet pour la suite de la franchise, tant elle s'est maintenant installée dans la mémoire collective. La Pokémon Company restera sans doute, pour longtemps, un rouleau compresseur masqué derrière les plus mignonnes des créatures, les Pokémon. Alors merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du sujet en commentaire. Bref, des bisous et à la prochaine.